On n'a pas réussi à rendre les ménages plus propriétaires alors qu'on a connu la période des taux d'intérêt les plus bas de l'histoire économique moderne. Les opportunités ne sont que la résultante de micro-constructions qu'on a pu faire avant. Tout est fait d'immobilier, on passe 95% de nos vies dans des bâtiments, ça paraît terrible, mais c'est la réalité de la statistique. Celui qui rend des comptes à la fin et celui qui cravache quand même, c'est l'entrepreneur. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Robin Rivaton, un entrepreneur, investisseur et essayiste français spécialisé dans les domaines de l'immobilier et des nouvelles technologies. Diplômé de Sciences Po Paris et de l'ESCP, il commence sa carrière dans le conseil en stratégie avant de se tourner vers l'entrepreneuriat et l'investissement. En 2016, Robin fonde RealEsTech, un think tank dédié au développement de l'innovation dans le secteur immobilier. Il occupe également des postes importants, notamment celui de directeur des investissements chez Idinvest Partners et de partner chez Eurazeo, où il se concentre sur les startups liées aux smart cities et à la PropTech. En 2022, il devient le CEO de Stonal, une plateforme SaaS alimentée par l'IA pour la gestion des données immobilières. Robin est également connu pour ses contributions au débat public, auteur de 8 essais, il écrit régulièrement dans des articles pour des quotidiens comme Les Échos, Le Monde et Le Figaro. Depuis 2019, il tient une chronique hebdomadaire dans l'Express où il aborde les nouvelles technologies et les grandes innovations. Je suis très heureux de le recevoir. Bonjour Robin. Bonjour, merci beaucoup d'être invité ici. Je t'ai présenté en introduction, mais peut-être avant, est-ce que tu peux, toi, nous parler de ton parcours depuis ton enfance, tes études, et puis ensuite on rentrera dans chacun des points de ton riche parcours. Voilà. Ouais, avec plaisir. Donc moi j'ai grandi à Firminy. Firminy, c'est les cités sidérurgiques à côté de Saint-Étienne dans la Loire. Donc voilà, pas un lycée très très quelconque avant de faire quelques études et de monter à Paris pour étudier et puis après un parcours qui est marqué, on va dire, sous le sceau de la curiosité, puisque j'ai fait beaucoup de choses avant déjà de rentrer dans le monde professionnel, puisque j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études, donc j'ai fait des stages en cabinet d'avocat, en banque d'affaires, dans des fonds. J'étais un souvenir ému de ça, mais j'ai souvenir, j'étais dans une salle de marché le jour où Lehman a fait faillite. Donc on a vu quelque chose d'assez spectaculaire. Et donc j'ai commencé ma carrière effectivement comme consultant en stratégie. Très rapidement, j'ai rejoint le PDG d'Aéroports de Paris comme conseiller auprès de lui et finalement des aéroports, je me suis retrouvé conseiller de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui m'a appelé un 1er janvier. 1er janvier, d'accord. Vers 9h, si mes souvenirs sont bons, donc pour me demander de venir travailler avec elle. J'ai souvenir d'avoir été la tête légèrement embuée, à deux doigts de me poser la question entre une blague ou quelque chose de réel. Et puis je suis retourné parenthèse dans le secteur public, on va dire, et je suis retourné dans le secteur privé parce que c'est mon parcours. Et donc d'abord dans l'investissement au sein d'Idinvest qui avait été racheté par Eurazeo, donc on va dire la partie innovation venture capital de Eurazeo. Et puis pour finir en tant qu'entrepreneur en rejoignant Stonal il y a 2 ans et quelques mois maintenant. Il y a quelque chose qui te reliait, entre guillemets, au business, à l'investissement, à ce monde-là dès le départ, des gens dans ta famille, ou t'es tombé comme ça un petit peu par hasard? Non, pas du tout. Moi, je viens d'un milieu où plutôt de fonctionnaire, donc plutôt assez étranger à l'univers et ou de l'entrepreneuriat et même du monde des affaires, encore une fois plutôt éloigné de Paris et de la vie parisienne. Donc non, je suis assez, on va dire, je suis plutôt l'exception que la norme. Donc non, c'est vraiment une découverte sur le tas et puis encore une fois une certaine curiosité et de saisir les opportunités quand elles se sont présentées et de les créer aussi, parce que on a tendance à entendre, comme tu le disais dans la description de ce parcours, que voilà, les opportunités se sont présentées. Évidemment, elles se présentent jamais toutes seules. Derrière, il y a la conjonction de beaucoup de petites choses faites au cours du temps qui font qu'à un moment tout ça se cristallise dans une opportunité. Mais non, aucun attachement particulier à cet univers
univers-là, du point de vue familial ou même amical. ADP, c'était un de tes clients ADP était un des clients du BCG, mais c'est surtout qu'Augustin de Romanet, effectivement, avait lu plusieurs de mes textes que j'avais commencé à écrire, à publier. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a fait connaissance. Tu écrivais déjà donc Ouais, j'ai commencé à écrire vers 20 ans à peu près. D'abord des petits articles, puis j'ai beaucoup contribué au lancement d'Atlantico à l'époque, qui se lançait. Donc il y a pas mal d'articles de moi qui doivent traîner encore sur le site historique. Et puis après d'articles dans la presse un peu plus généraliste, des notes, et puis une note, un livre, et puis 2, et puis 3. Ouais, on disait 8 aujourd'hui. Donc non, ça a été un exercice assez graduel. Sur l'écriture, pour démystifier un peu l'écriture, c'est un des rares domaines où le talent compte assez peu. Tous les grands écrivains sont des gens qui écrivent beaucoup en réalité, donc c'est un exercice très très lié à la pratique. Autant je ne me permettrais pas sur la peinture ou autre chose de nier le talent de l'artiste. Sur l'écriture, c'est vraiment un exercice, plus vous écrivez, meilleur vous êtes, et tous les grands écrivains ont des dizaines de manuscrits qui n'ont jamais été publiés, et donc c'est vraiment un exercice qui est très pratique. Et donc quand vous écrivez beaucoup, vous apprenez à avoir des tournures. Alors il faut avoir une pensée, on va dire, un peu originale, sinon si on redit tout ce qui a été dit, c'est pas très intéressant. Mais on l'a vu d'ailleurs avec les GPT-like, on voit bien que c'est quand une machine est bien entraînée à écrire, elle écrit vraiment très bien. Quand est-ce que tu as eu envie d'écrire ? Pourquoi d'ailleurs tu t'es mis à écrire ? Alors là, pour le coup, une vraie opportunité. Moi, j'ai eu cette opportunité d'écrire des articles dans ce média, en l'occurrence Atlantico. À l'époque, j'étais en stage avec quelqu'un qui s'appelle Mathieu Laine, qui a une activité de conseil. Et donc voilà, moi il m'arrivait d'écrire pour le compte de clients, des notes, des choses comme ça. Et donc en cabinet d'avocat, c'est aussi un peu l'esprit de ce que vous faites, même quelque part un peu en manque d'affaires. Et donc de cette écriture très professionnelle est venue la possibilité d'écrire plus sur des sujets d'actualité. Et voilà, de fil en aiguille, comment j'ai commencé à écrire. Tu disais que donc tu es appelé un 1er janvier par Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'elle te propose là, à ce moment-là ? De devenir son conseiller économique à la région Île-de-France. C'est quelqu'un que j'avais rencontré une seule fois, avec qui aujourd'hui j'ai des liens très proches. Vraiment, c'est une personne assez extraordinaire. Et donc, elle me proposait de devenir son conseiller économique à la région Île-de-France, et puis de prendre la tête de l'agence d'attractivité et de l'innovation de cette belle région qui s'appelait à l'époque Paris Région Entreprise, qui s'appelle maintenant Choose Paris Region, et qui avait vocation à faire venir notamment des investisseurs internationaux sur le territoire francilien, un peu comme il en existe dans toutes les grandes villes mondiales. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et donc voilà, je me suis retrouvé propulsé à la direction générale. Il y avait 140 personnes, je pense, donc c'était quand même il y avait un peu de monde. Combien de temps tu y restes ? 2 ans et demi à peu près. Et donc c'est le moment où tu pars là pour le coup dans le private equity ? Oui, encore une fois, moi c'était la vie publique était une parenthèse, si on peut dire. Il s'avère que en parallèle, moi j'étais impliqué de manière bénévole. C'est toujours important de le préciser, parce que quand on dit que vous faites de la politique, les gens ont l'impression que vous gavez d'argent public ou autre. Non, j'étais bien un bénévole très impliqué dans la campagne de Bruno Le Maire, voilà. Et puis ensuite de François Fillon. Les deux ayant connu des destins politiques, on va dire, pas évident. Voilà, moi à ce moment-là, je me dis c'est pas tellement pour la vie politique, pas vraiment ce qui m'intéresse plus que ça. Donc je referme la parenthèse du secteur public et je rejoins avec grand plaisir, je retourne dans le secteur privé. Qu'est-ce qui te motivait dans le private equity ? Qu'est-ce qui te plaisait ? Faire du venture, c'est un des métiers les plus géniaux au monde, parce que grosso modo, surtout que vous êtes dans un gros fonds comme ça, où vous avez quand même la chance d'avoir des moyens importants, vous avez des entrepreneurs absolument brillantissimes qui viennent vous solliciter pour vous présenter leur projet. Donc c'est un monde qui est absolument fantastique pour ça. Vous avez des gens extrêmement stimulants qui viennent pour vous demander de l'argent. Alors en plus, moi, il s'avère que j'étais sur une
mon champ était plus large, mais j'ai beaucoup investi dans un sous-segment qui était les startups de l'immobilier, ce qu'on appelle les PropTech. Et c'est un segment où en plus, moi-même, j'avais une bonne connaissance du sous-jacent. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui venaient aussi parce qu'ils savaient que je connaissais bien leur sous-jacent et donc je pouvais les aider, soit à ouvrir des portes et autres. Donc non, c'est un métier absolument extraordinaire. Tu es reconnu comme expert de ces deux domaines, hein, je dirais l'innovation et puis le secteur immobilier. Quand est-ce que tu as développé cette compétence ? En fait, un peu par hasard, vers 2016, donc à ce moment-là, je dirigeais cette agence d'attractivité. Je rencontrais beaucoup d'investisseurs kazakhs, malaisiens, japonais et autres. Et notre métier, nous, était de les faire investir dans des centres de R&D, des usines, ou des headquarters. Et la plupart d'entre eux voulaient investir dans de l'immobilier. Donc, moi, j'avais jusqu'à présent, tu vois, tu connais l'immobilier parce que tu es propriétaire de ton appartement ou t'en parler, mais ta connaissance est un peu limitée. Et là, je me suis dit, mais tiens, c'est un secteur intéressant. Et je me suis posé la question de est-ce qu'il y a vraiment de l'innovation à l'intérieur de ce secteur ? Pas du tout. Et en grattant, on s'est dit avec un ami, Vincent Pavanello, avec qui on est toujours cofondateur et dirigeant de Real Estate, on s'est dit mais il y a un truc à faire, quoi. Donc on a rassemblé à partir de 2016 toutes les startups qui gravitaient dans cet univers de l'immobilier, de la disruption, de la transformation, on va dire, plutôt que la distribution d'ailleurs, de l'immobilier. On a écrit un livre qui a été relativement reconnu comme un livre assez fondateur sur ce segment qui était à l'époque pas du tout connu. L'immobilier et l'innovation, ça faisait deux, quoi. Et puis c'est un secteur qui s'est beaucoup développé au fil des années. Et moi-même, de cette case innovation dans l'immobilier, j'ai peu à peu un peu étendu ma compréhension, ma connaissance du secteur au métier traditionnel, pas seulement à celui de l'innovation, à celui de la gestion locative, à celui des foncières, à celui des promoteurs, à celui de la construction. Et donc voilà comment progressivement j'ai acquis cette expertise et que je cultive parce que c'est un secteur que j'aime beaucoup, qui est énorme. Je veux dire, tout est fait d'immobilier. On est dans un bâtiment. Ce soir, on va rentrer chez nous, on sera dans un bâtiment. On passe 95% de nos vies dans des bâtiments. Ça peut paraître terrible, mais c'est la réalité de la statistique. Et donc c'est un secteur qui est fondamental et dont en plus on voit bien les conséquences très politiques parce que beaucoup sur le logement plus que sur les actifs tertiaires, mais quand vous avez des difficultés à vous loger, quand les gens les étudiants peuvent pas quitter le foyer parental parce que les prix de l'immobilier sont prohibitifs, parce que quand les ménages ont des difficultés à divorcer parce que les prix de l'immobilier sont prohibitifs, et ainsi de suite. Je vais pas faire une longue litanie sur l'immobilier, mais c'est un secteur qui est très politique au sens où il touche la vie quotidienne des gens. Tout le secteur là est en train d'être quand même profondément chahuté. Est-ce que tu penses à la fois de la situation actuelle, on peut rappeler peut-être pour ceux qui nous écoutent d'où elle vient et surtout quelles sont les perspectives que tu vois sur ce secteur ? C'est un secteur qui est assez terrible parce que la crise, on l'a vu venir. Moi j'ai écrit on peut pas appeler ça un livre, mais on va dire un petit pamphlet en février 2022, donc maintenant il y a 2 ans et demi, qui s'appelait Le logement bombe sociale à venir et qui visait à mettre le sujet du logement au cœur du débat de la crise, en tout cas le faire traiter à minima dans le débat de la présidentielle 2022. Finalement, ce sujet, comme tant d'autres, n'a pas été du tout traité dans ce cadre-là. Et on s'est retrouvé avec, alors ça je l'avais pas prévu, mais avec une crise ukrainienne qui a déclenché l'invasion russe de l'Ukraine, qui a déclenché une crise énergétique massive, qui a déclenché cette hausse de l'inflation, et donc la réponse des banques centrales en resserrant très fortement le robinet du crédit et de la création monétaire, qui a eu un impact sur la capacité d'emprunt des ménages. Et donc ça a accéléré, ou en tout cas ça a frappé le secteur, puisque grosso modo, c'est assez simple, dans la construction neuve, vous avez 3 types d'acquéreurs. Quand vous construisez un immeuble, une partie de votre immeuble est achetée par des bailleurs sociaux. Or, les bailleurs sociaux s'endettent à taux variable, ça peut paraître dingue, mais toute leur dette, 85% de leur dette est à taux variable. Et donc quand le livret A varie de 2 à 4 points,
c'est pas juste les nouveaux emprunts, c'est toute leur dette qui double. Donc voilà, ça c'est un truc que les gens ne savent pas, mais c'est vraiment des acteurs qui supportent une dette massive et variabilisée. Ils sont très sensibles. Ah oui, très très sensibles. C'est le seul secteur de l'économie française qui a taux variable. Le deuxième bloc d'acheteurs, c'est ce qu'on appelle des primo-accédants. Donc c'est des gens qui vont acheter leur résidence principale pour la première fois. Quand vous faites de la construction neuve, vous avez plutôt une typologie de ménage plus modeste que dans l'ancien. Pour une raison assez simple que je vais essayer d'expliquer rapidement. Mais grosso modo, si vous achetez pour la deuxième fois, soit vous allez plutôt aller en centre-ville, puisque vous avez acheté votre premier appartement plutôt en périphérie. Si vous achetez pour la deuxième fois, vous allez plutôt essayer d'aller en centre-ville, donc vous allez plutôt acheter dans l'ancien. Et si vous êtes plutôt du type maison, vous allez plutôt vous éloigner de la première couronne pour aller acheter une maison. Donc si les gens qui achètent dans le neuf, en général, c'est des gens qui achètent pour la première fois, et donc c'est des primo-accédants. Et ces primo-accédants, ils n'ont pas d'épargne immobilière, c'est leur premier achat. Alors ils peuvent recycler de l'épargne de papa-maman, mais dans l'ensemble, ils en ont pas. Donc eux, la variation des taux d'intérêt les frappe de manière massive. Et le troisième type d'acquéreurs, c'est ce qu'on appelle les propriétaires bailleurs, donc des gens qui, par les dispositifs fiscaux notamment, défiscalisent le Pinel, le plus connu, défiscalisent. Et on a tué le Pinel. Donc voilà, vous avez une crise majeure de la construction, mais tout ça ne doit pas cacher des problèmes fondamentaux dans le secteur du logement, au-delà de cette crise conjoncturelle, parce que les taux vont rebaisser à un moment, et donc on pourrait se dire les taux rebaissent et tout ira bien, Madame la Marquise. C'est plus subtil que ça. On a des phénomènes, des problèmes structurels. J'en donne juste un parce que pour moi il est très révélateur. En 2006, on avait 56,4% des ménages français qui étaient propriétaires de leur résidence principale. Nous sommes en 2024, il y a 56,4% des ménages français qui sont propriétaires de leur résidence principale. Et donc on n'a pas réussi à rendre les ménages plus propriétaires, alors qu'on a connu la période des taux d'intérêt entre, on va dire, 2016 et 2020, les plus bas de l'histoire économique moderne, puisqu'ils frôlaient moins de 1% sur 20 ans. Donc c'est des sujets assez fondamentaux dont personne ne parle, parce que c'est des sujets qui ne sont pas très bankable politiquement, au sens où il n'y a pas de solution magique, et de toute façon les effets pervers se verront dans 10, 15, 20 ans. Donc en fait la nation de tous propriétaires prônée par Sarkozy il y a quelques années, on n'y est pas encore. Pas du tout. On est plutôt un des pays qui a vu, aujourd'hui on était un des pays qui vers 2006 avait un des plus forts taux de propriétaires de leur résidence principale parmi l'OCDE. Aujourd'hui on est un des pays qui a le plus faible taux de propriétaires de leur résidence principale. Tous les autres pays ont plutôt eu tendance à monter. Nous, on a plutôt eu tendance à stagner et donc à se faire rattraper par les autres. Quelle est l'évolution, tu vois, à court moyen terme ? Une très mauvaise évolution, puisqu'on a freiné très fortement la construction de logements. Donc aujourd'hui, on va construire à peu près 250 000 logements supplémentaires. On va ajouter au stock 250 000 logements en plus, là où il en faudrait plutôt 450 000 pour accommoder les naissances, les migrations, la décohabitation, donc le fait que les gens vivent de plus en plus seuls, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils retardent l'âge de la mise en couple, et ainsi de suite. Donc pour conjuguer le fait que le tourisme augmente, je répète, je donne souvent ce chiffre, mais vous avez 100 millions de nuitées touristiques en France hors hôtellerie. On est bien content de les avoir, je veux dire, c'est du cash pour tout le monde, et que les touristes viennent en France, ces gens-là, il faut les loger quelque part. Et donc pour accommoder tous ces mouvements, il faut produire plutôt 450 000 logements en plus chaque année. On en produit plutôt 250, voire en dessous. Et donc en fait chaque année vous ajoutez 200 000, ça va vite, 200 000 en 23, 200 000 en 24, 200 000 en 25, on aura un trou de logement qui va arriver d'ici 10 ans et qui va être assez fort. Quelles sont les incidences, toutes les conséquences que tu peux... Les conséquences sont dramatiques. Je le décrivais un peu très rapidement tout à l'heure, mais grosso modo, si le logement devient rare, il devient très cher. En plus, en France, on a cette particularité, c'est qu'on a beaucoup de logique insider-outsider. Soit vous êtes insider, et en fait, pour vous, tout va bien. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre logement, les prix augmentent de 4% par an, en fait ça vous va très bien, quelque part vous êtes assis sur un effet richesse, vous êtes outsider, vous payez pour tous les autres. Et aujourd'hui la France a cette particularité que vous avez 56% de ménages qui sont propriétaires, vous en avez une grosse quinzaine de pourcents qui sont locataires dans le parc social, donc qui sont un peu protégés quelque part de la hausse des prix, on évite d'augmenter trop fort les loyers dans le parc social. Et après tout le problème porte sur les locataires du parc privés qui eux se prennent des hausses assez importantes,
Et donc l'une des réactions, c'est de dire puisqu'ils se prennent des hausses importantes, on va bloquer, geler les loyers. Et donc ça pénalise. Les gens restent très très longtemps dans leurs appartements et ça pénalise les nouveaux arrivants sur le marché du logement. C'est-à-dire que l'étudiant qui devrait pouvoir trouver un logement à proximité de son université, il n'en trouve pas. Le ménage qui devrait divorcer, donc chercher 2 appartements à la place d'un, il n'arrive pas à décohabiter. Les gens qui devraient quitter un bassin d'emploi sans travail pour aller à côté de l'usine qui s'est ouverte et sur laquelle les opportunités, ils ne trouvent pas le logement. Et donc en fait, les conséquences du grippage du marché du logement, elles sont terribles parce qu'en fait, elles figent une société qui ne va plus étudier, ne va plus travailler, ne va plus se marier, et en tout cas ne va plus se rencontrer. Et donc c'est des conséquences qui se payent sur très très long terme. Et parfois même, ça peut même avoir un impact sur la natalité, au sens où, alors pas tellement sur le fait d'avoir, si vous n'avez pas un grand appartement, vous faites moins d'enfants, c'est pas très vrai ça, mais par contre ce qui se passe, c'est que vous retardez ce qu'on appelle l'âge de la mise en couple, donc vous retardez l'âge du premier enfant, et la biologie étant une règle, un peu une loi des reins, si vous retardez l'âge du premier enfant, au lieu de faire 3 enfants, vous en faites 2, au lieu de faire 2 enfants, vous en faites 1, et voilà. Donc c'est un cercle vicieux qui s'installe. Exactement. Pour sortir de la situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut accepter qu'il faut plus de logements pour accueillir plus de gens. Voilà, ça paraît basique comme concept, mais parfois il faut rappeler ce que sont les concepts basiques. Et donc aujourd'hui, on a une aversion à la construction de logements pour plein de raisons. Et il y en a une qui est naturelle, c'est que si demain on voulait construire un immeuble de 15 étages en face de chez toi ou en face de chez moi, on serait peut-être les premiers à crier. Et ça, c'est assez normal et naturel. La question, c'est à quel moment on donne le pouvoir à une autorité qui est supérieure aux individus pour dire oui, peut-être que ça vous crée vous des nuisances et sans aucun doute, mais on a besoin de ça pour représenter l'intérêt justement des gens qui ne sont pas dans ce territoire-là, parce que c'est toute la subtilité, c'est que c'est bien les gens qui sont exclus du marché du logement qui sont pas dans la ville où ils devraient vivre. Et donc ça, aujourd'hui, on l'a complètement perdu. Et je pense qu'une mesure assez indispensable aujourd'hui, ce serait un minimum de faire en sorte que quand les maires autorisent des nouveaux projets résidentiels, des nouveaux projets de logement, ils aient une carotte financière. Aujourd'hui, accorder un permis pour la construction d'un nouvel immeuble résidentiel, c'est beaucoup de coûts. Parce qu'en fait, quand tu es un maire, tu vas devoir mettre de la vidéoprotection, embaucher des gens au centre d'action communal d'action sociale, ouvrir une école, ouvrir une crèche, enfin c'est plein de coûts à un immeuble résidentiel. Et en fait, tu n'as plus de recettes. Il n'y a plus de recettes qui sont directement liées pour un maire à ça. Et donc au final, ils voient que ces autorisations à travers le prisme des coûts, et c'est un vrai problème à leur autorisation. T'as des bonnes nouvelles là, à partager? Sur le logement, malheureusement, très peu, parce que c'est un paquebot, donc en fait, il n'y a aucune mesure, même si aujourd'hui on prend des mesures aujourd'hui, en fait, on rattrapera jamais la perte de 2022, 2023, 2024, qui sont quasiment 500 000 logements manquants. Allez, on va dire, soyons un peu plus positifs, 400 000 logements manquants sur la période. Ces 400 000, on les retrouvera jamais. Ce sera impossible de faire un effort de surconstruction. Donc, malheureusement, c'est un paquebot. Malheureusement, personne aujourd'hui n'en parle et n'a envie de changer les choses. Et c'est assez terrible. Je donne un dernier point d'une mesure qui, sur le papier, est sympathique, mais qui a à la fin des effets déplorables. On a mis en France le zéro artificialisation nette, en se disant qu'on ne voulait plus artificialiser de nouvelles terres. Ça a eu une conséquence immédiate, ça a tué le modèle d'habitat pavillonnaire, donc ces fameux pavillons qu'on connaît, qui ont plein de défauts, mais pas tellement du fait du mode de construction, plus du fait qu'ils sont éloignés, donc ça faisait faire des villes dortoirs, des allers-retours entre les bassins de travail et les bassins de vie. Mais il faut pas oublier que le pavillonnaire, c'était le mode de construction le moins cher. C'est-à-dire que vous pouvez construire une maison à partir de 800 € du mètre carré. Une fois que vous enlevez ça, vous enlevez, on en avait à peu près 100 000 par an en France. Si vous enlevez ça, vous enlevez l'accès à la propriété de ménages modestes par définition. Alors on peut se dire oui, mais on leur évite d'aller s'enterrer au fin fond de la pampa ou de la campagne, peut-être. Mais ces ménages-là, c'est pas un argument qui leur fait beaucoup plaisir. Donc il faut aussi voir le rapport aussi au vote et aux élections, sans les commenter, par rapport à de telles mesures qui ont un impact très concret sur la vie des gens. Et donc, dans un contexte aussi positif pour le secteur, tu prends la tête et tu deviens CEO de Stonal.
Tout à fait. Alors Stonal, peut-être en deux mots. Si tu peux nous en parler, s'il te plaît. Stonal, c'est une plateforme de gestion de la donnée. Donc c'est un logiciel SaaS commercialisé auprès des grands propriétaires immobiliers, donc des gens qui vont avoir en gestion plusieurs dizaines, centaines, milliers d'immeubles. Et donc nous, on travaille sur le segment du résidentiel. Donc les gens qui sont gestionnaires de très gros portefeuilles, c'est beaucoup le monde des logements sociaux, c'est beaucoup la copropriété. Après, on va beaucoup travailler pour ce qu'on appelle le tertiaire. Donc le tertiaire, c'est tout sauf le résidentiel. Donc le tertiaire qui est possédé par des personnes publiques. Ça va être vos lycées, vos collèges, ça va être les hôpitaux, les universités. Et on va aussi gérer le tertiaire possédé par des personnes privées. Ces personnes privées, ça peut être des assureurs, des foncières, des SCPI. Et eux, ils vont avoir des bureaux, des centres commerciaux, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans lequel on passe des stades. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on est très loin le leader sur cette industrie-là, puisque on a 1,7 million de logements dans nos bases, donc c'est un gros chiffre. On a 1000 lycées, par exemple, sur les 3800 lycées français. On a 50 millions de mètres carrés dans le tertiaire, donc on est un très très gros acteur de ce segment-là. Et ce que va faire la plateforme concrètement, dans l'immobilier, en fait, on collecte la donnée sur un actif, sur un immeuble, de la manière la plus archaïque possible, au sens où on envoie des gens sur site. On pourrait imaginer qu'on a des capteurs, des sensors, tout ce qu'on veut, mais en réalité, ça coûte tellement cher d'équiper un immeuble entier de capteurs qu'à la fin, on envoie des gens sur site. Et puis de toute façon, la loi nous oblige à en envoyer beaucoup, que ce soit pour faire une attestation de sécurité incendie, un diagnostic de performance énergétique, un relevé amiante et plomb. En fait, on envoie des gens en permanence sur site. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils font des comptes rendus assez bien faits, c'est des gens qui sont compétents, mais ce compte rendu, il est envoyé en PDF ou même remis en papier au propriétaire. Et en fait, la donnée dedans, elle est morte. Elle est morte parce qu'elle est non structurée. Et nous, en fait, on a développé des algorithmes de machine learning. Alors, d'IA, on dit d'IA aujourd'hui, mais en réalité, c'est une sous-branche de l'IA qui est du machine learning. Ces algorithmes, ils ont la capacité à comprendre le document qui leur est présenté, à le reclasser correctement, à dire ce que je vois ici, c'est un diagnostic de performance énergétique, à extraire des informations pertinentes à l'intérieur de ce document, et ensuite à les utiliser pour dire, en fait, ici, il y a une anomalie, ici, le document, il n'est pas signé, ici, il a dépassé sa date de validité, et ainsi de suite. Et qui restitue et qui structure une donnée qui n'était pas structurée à la base. Exactement, c'est de la structuration de données non structurées. Alors c'est plus que de l'OCR, l'OCR, c'est vraiment la transformation d'une image en une chaîne de caractères. Donc on va utiliser l'OCR sur des documents qui vont être des scan, par exemple, un scan image, vous scannez un PDF, c'est pas un PDF natif, c'est un PDF qui à partir d'un scan, vous devez retransformer l'image en une chaîne de caractères. Donc là, on va utiliser de l'OCR. Après, ce qu'on va utiliser, nous, c'est des modèles qui s'appellent par exemple Layout XML, et ces modèles-là, ils vont prendre en fonction du texte, du contenu du texte, en fonction de l'image, donc des différents objets qu'il y a, de la position des différents objets, ils vont mélanger tout ça et entraîner. Le machine learning, c'est bête. C'est une branche de l'IA qui est bête, au sens où ça ne dépend ça dépend beaucoup du volume d'entraînement, du jeu d'entraînement. Et donc, si la machine, elle voit 10 docs, elle vous donne un niveau de précision qui est faible. Si elle envoie 10 000, elle vous donne un niveau de précision qui est bien meilleur. Et c'est aussi ce qui fait la difficulté de ce métier, c'est que au début, vous devez convaincre quelqu'un de vous donner ces documents, vous donner accès à minima à ces documents pour entraîner le modèle. Mais votre modèle, il n'est pas bon. Oui, donc, c'est la foule à poule. Exactement. Vous êtes là, vous vous dites, en fait, je vais te proposer quelque chose, mais au début, ce sera pas très bon. Ce sera pas bon, mais au fur et à mesure. Donc, il faut trouver des clients. Et quand on ouvre un nouveau marché, c'est toujours un peu la subtilité. C'est que en français, maintenant, on est de très très loin les meilleurs, et donc ça marche très bien. Mais quand vous ouvrez le marché anglais, on commence aussi à être pas mal. Mais si vous ouvrez les Pays-Bas, si vous allez entraîner le modèle, alors vous pouvez trouver quelques échantillons sur Internet, mais pas beaucoup. Oui, parce que les données sont pas les mêmes, les documents sont pas les mêmes, donc il faut réentraîner. Exactement. Tu repars. Tu vois, tu nous vantais toute la beauté du private equity, la diversité, le contact avec les entrepreneurs, etc. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet et pourquoi tu es parti dans un projet comme celui-là ? Alors c'est un projet qui est hyper intéressant parce que Stonal, c'est une entreprise qui a été créée par un multi-entrepreneur extrêmement talentueux qui s'appelle Michel Tolila, qui l'a créé à l'âge de 65 ans.
Et donc, et c'est pour moi, d'ailleurs, c'est aussi permis de passer un message sur la tech. On pense toujours que la tech, c'est de jeunes diplômés d'HEC, et plus jeunes ils sont, mieux c'est, quoi. Je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, on fait plein de conneries dans ses premières expériences et qu'il y a un certain niveau de maturité qui s'acquiert avec le temps. Et d'ailleurs, c'est les stats de Y Combinator eux-mêmes qui montrent que c'est souvent des second time ou third time founders qui ont plutôt les plus gros succès. Ouais. Et donc, une histoire évidemment de travailler avec quelqu'un très expérimenté, d'avoir cette transition avec cette personne. Donc déjà un projet que je trouvais intéressant de ce point de vue-là. Une entreprise qui avait déjà posé quelques jalons autour du produit, qui avait déjà réussi à trouver des clients. Après, il fallait remettre toute cette couche tech sur le produit, et ça a été extrêmement intéressant. Et puis un sous-jacent que je connaissais très bien, c'est-à-dire que le sous-jacent des gestionnaires d'actifs, des propriétaires, c'est un sous-jacent. Les clients, c'est des gens que je connais très bien et à qui je peux m'adresser. D'abord pour leur parler du secteur, quoi, avant même de leur parler du produit. Et voilà, je les connais vraiment très très bien. Et donc pour moi, c'est les trois facteurs qui ont fait que je me plaisais beaucoup dans cette expérience d'investisseur. Comme je l'ai dit, c'est un métier assez confortable. La grande différence entre les deux, parce que c'est la question... Excuse-moi, je te coupe, mais pourquoi confortable ? Je dis confortable parce que comparé à l'entrepreneur, c'est quand même celui qui rend des comptes à la fin et celui qui cravache quand même, c'est l'entrepreneur. Il faut être très conscient de ça. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont dire qu'ils ont eu des actions décisives dans le développement des entreprises, et ça arrive. Mais celui qui, du matin au soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la nuit, se fait des cheveux blancs sur le BP, l'investisseur, ça peut lui arriver. Ça lui arrive dans des proportions bien moindres que l'entrepreneur. C'est pour ça que je dis confortable, c'est que c'est vraiment la différence entre les deux, et le rapport au stress n'a rien à voir. Quand même, quand on est investisseur, ses œufs sont dispersés à l'intérieur d'un fonds. C'est un métier de gestion du risque, donc faut mitiguer son risque entre divers investissements, diverses tailles de tickets, divers types d'entreprises et autres. Quand on est entrepreneur, on est full, quoi. Donc c'est ça le confort. Le confort, c'est pas tellement matériel au sens là, c'est plus la tranquillité ou la quiétude d'esprit que quand on est entrepreneur, on l'a jamais. On peut l'avoir peut-être, mais sur des boîtes qu'on va appeler en forte croissance, ou des boîtes de croissance avec les exigences qui sont désormais celles du secteur, c'est-à-dire à la fois de faire de la croissance fortement, mais en plus la faire avec des niveaux de rentabilité ou de quasi-rentabilité très forts. Ça crée mentalement, ça crée un certain stress. Et le sujet de la santé mentale, alors on peut pas du tout plaindre les entrepreneurs. Il y a des gens qui sont pas du tout entrepreneurs, qui se lèvent les matins à l'usine, et encore une fois, j'ai la chance de venir de ce milieu-là, donc je peux en parler avec reconnaissance de cause. C'est des situations qui sont 1000 fois moins confortables, donc il n'y a pas du tout faut garder raison quand on se fait hiérarchie. Mais voilà, dans la comparaison entre entrepreneur et investisseur, l'aiguille du confort penche plutôt pour le second. Si on passe à la troisième catégorie, le dirigeant. C'est la même qu'un entrepreneur. Ouais, c'est exactement la même, parce que moi j'ai quand même, je suis tout là aussi, mais à 100% lié d'un point de vue patrimonial, énergie, temps, tout ce que tu veux. Donc je partage complètement, et c'était d'ailleurs pour ça qu'on avait voulu faire ce podcast avec. Alors j'ai eu des entrepreneurs fondateurs sur le podcast, mais j'ai eu aussi beaucoup de dirigeants, et c'était un peu l'idée de dire, c'est vrai que la Startup Nation et l'essor du private equity a mis vraiment en valeur le rôle de l'entrepreneur. Et encore une fois, c'est une très bonne chose, mais néanmoins, on oublie un peu que finalement, un dirigeant qui, même n'ayant pas fondé sa boîte, c'est quand même un engagement. C'est aussi, on joue potentiellement son propre patrimoine quand on a investi, on joue sa réputation, on a une responsabilité qui est forte. Du coup, quand t'es passé... Moi, je partage à 100% de ce que tu dis. C'est-à-dire que je fais pas du tout de sémantique entre entrepreneurs, dirigeants. La question est celle de la prise de risque, évidemment. Quand t'es un dirigeant qui passe d'une boîte à l'autre avec très peu de risques ou très peu de package, c'est pas la même chose que quand tu
tu mets de ton propre argent quand tu es dans le truc. Et donc pour moi, des dirigeants qui sont impliqués dans qui sont coactionnaires aux côtés d'investisseurs quels qu'ils soient, ils sont exactement de la même nature que des entrepreneurs. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, justement, ce switch ? La chose la plus choquante, ou en tout cas qui m'a le plus marqué, c'est la différence dans la gestion des émotions. C'est-à-dire quand tu es investisseur, tu peux avoir des pics ou des baisses de sérotonine ou de bonne humeur dans l'année en fonction des événements. Mais quand tu es entrepreneur, c'est la même chose tous les jours. C'est-à-dire entrepreneur ou dirigeant, c'est la même chose tous les jours. C'est-à-dire que dans la même journée, c'est le roller coaster. Dans la même journée, tu vas avoir cette excellente nouvelle qui te dit que tu as signé un client et tu es trop content. Et le soir même, tu apprends que X démissionne ou que la roadmap a pris 2 mois dans la vue parce qu'en fait... et ça, c'est... Un litige ou un truc. Il y a toujours un truc. Ou un client qui t'écrit un mail sans dire parce qu'il est pas content. C'est le lot quotidien. Et en fait, cette gestion des émotions, je pense que... Alors, tout le monde, on peut s'y habituer, mais je pense qu'il faut quand même être capable de gérer, de supporter ce niveau-là. Et c'est pas que le stress au sens où c'est négatif. C'est vraiment le côté très plus, très très moins. Et c'est vraiment cette gestion et cette balance qui est pas facile à réaliser parce que tu as beaucoup de métiers où tu l'as pas dans de telles proportions. Où est-ce que tu veux l'emmener ? On a réalisé une opération assez importante il y a quelques semaines, on va dire maintenant 1 mois et demi, avec Areon. Areon, c'est le leader européen du logiciel immobilier, c'est une boîte allemande qui investit 100 millions d'euros dans notre société, qui elle-même, quelques semaines après avoir investi, un mois après avoir investi dans son Stonal, a été racheté par TPG et est devenu l'un des plus gros buyout tech d'Europe. Je pense que c'est l'une des 5e ou 6e boîtes tech d'Europe désormais. Donc c'est voilà, on est dans un truc assez sympa. La question maintenant, évidemment, c'est de voir dans quelle mesure nous on va évoluer par rapport à cette boîte-là. L'idée c'est assez simple, c'est de faire beaucoup de synergies. Eux ils ont 14 millions de logements, on a 1,7 un peu partout en Europe. Si on est capable de ne serait-ce que prendre de 10% du gâteau qu'ils ont, on serait déjà des gens heureux. Donc on va dire que notre énergie est très tournée là-dessus. On a un très beau produit qui est un produit assez large. Normalement, en SaaS, tu commences plutôt par des offres assez niches, tu essayes de bien répondre à un besoin pour ensuite faire de l'upsell. Nous, c'est un produit qui a été plutôt pensé comme un outil gros, c'est-à-dire que c'est un gros outil informatique, donc ça veut dire... les avantages, c'est que on va commencer par les contraintes. Les contraintes, c'est quand il faut vendre, faut vendre un gros truc, donc c'est pas toujours facile de vendre des gros objets. L'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as, il y a pas de churn et puis tu es au cœur des processus du client. Et surtout, le développement de cet outil a été long, c'est-à-dire que tu développes pas un gros outil informatique en claquant des doigts, donc ça a été quand même des années d'investissement. Aujourd'hui, on arrive plutôt à la fin de la période d'investissement et dans une période où on déploie notre solution. On a des marchés qui sont assez vides, donc on est aussi sur un nouveau catégorie leader. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de concurrents, mais pareil, il a fallu installer le produit. L'idée de se dire qu'en fait, vous avez besoin de ça, alors que les gens te disent, ils viennent chercher une baguette, et tu leur dis non, pas du tout. En fait, vous avez besoin du pain au chocolat aujourd'hui. Donc ça, c'est un travail qui a été assez lourd. On est plutôt dans la phase où on va manger, profiter un peu. Et donc, on a encore pas mal de potentiel. Donc aujourd'hui, la projection, c'est de continuer d'être très fort en France, en Europe, au UK, on est déjà présent, en Allemagne grâce à ce partenariat et cet investissement. Et puis après, il y a de l'immobilier dans 4 zones dans le monde, c'est simple. Il y a l'Europe, il y a l'Amérique du Nord, le Middle East et l'Asie. Donc les cases à cocher sont pas très très compliquées. Et donc on verra où nous emmène ça. Mais on a déjà, tu l'as dit, c'est vrai qu'on a, en tant qu'entrepreneur, on peut parfois se blinder un peu contre justement les bonnes nouvelles parce qu'on se dit on a trop vécu la désauce de la bonne nouvelle puis suivi de la mauvaise. Mais ce qu'on a fait en 2 ans et demi est assez quand même extraordinaire. C'est-à-dire que
cet investissement vient en plus de la part d'un industriel. Donc, c'est des gens, quand ils auscultent beaucoup plus profondément que ne le fait un fonds, au sens où pour eux, c'est un investissement qui est éminemment stratégique. Ça vient quand même valider 30 mois, ou un peu moins de 30 mois, 28 mois de travail. Et donc, faut déjà être content de ça. Où est-ce que tu trouves le temps entre tes responsabilités de dirigeant, qui doivent quand même pas mal t'occuper, et le temps de lire, de continuer d'être connecté c'est un arbitrage de temps. Après, j'ai aussi l'impression que mon spectre d'attention s'est réduit. Et d'ailleurs, moi, ça m'a poussé beaucoup à me dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, je veux réécrire des livres ? Et là, j'ai pas de sujet principal en tête, mais si je devais réécrire, je réécrirais plutôt des formats courts, parce que je pense que nos spectres d'attention se réduisent. On a beaucoup trop de contenu à disposition, donc c'est dur de se concentrer sur des contenus longs. Je sais qu'il y a des gens qui disent justement, il faut réinvestir, il faut passer beaucoup de temps pour reprendre un objet qui fait 800 pages et autres, mais ça me paraît tellement incompatible avec la vie quotidienne. Et donc, pour répondre à ta question, écoute, moi, ce qui me prend le plus de temps, évidemment 100% de mon temps, c'est ma boîte, parce que on fait pas avancer une entreprise comme Stonal sans y mettre beaucoup d'énergie. On peut la faire grandir à un rythme normal, mais pour la faire grandir au rythme qu'on souhaite lui voir, c'est encore beaucoup d'énergie. J'ai la chance d'avoir 2 petites filles de 4 et 1 an qui, elles, me prennent aussi pas mal de temps, et c'est très très volontaire. Non, après, je consomme beaucoup de la connaissance ou de l'information un peu tout au fil de la journée. C'est une consommation très diffuse, je dirais. Et après, l'exercice d'écriture, ça, c'est l'expérience, mais assez rapide. Donc, une chronique, c'est... moi, je sais pas, j'ai une dizaine de sujets d'avance, grosso modo, qui sont des sujets un petit peu... Comme j'écris pas sur l'actualité pure, j'ai une dizaine de sujets qui sont des sujets intéressants, où je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser à un moment. Et après, l'écriture me prend 1h30, donc c'est pas 1h30 pour ma chronique. Et j'ai cette newsletter Real Estate qui est très lue, et donc... qui me prend une bonne heure et demie aussi. C'est pas beaucoup en fait. On aurait tendance à s'imaginer que... C'est pas rien, mais c'est quelque chose qui est gérable dans un agenda. Donc t'arbitres ça versus j'en sais rien, moi, un tennis, une sortie ou quelque chose. Ça te prenait beaucoup plus de temps au début ? Non, parce que ça fait longtemps que j'écris beaucoup, donc en fait l'exercice d'écriture est toujours assez efficient, on va dire. Pour être pur, il faudrait que je réisole le temps affecté à la recherche. Bon, là on rentre dans un calcul un peu complexe. Qu'est-ce qui t'anime en fait ? Pourquoi ce parcours ? Pourquoi avoir pris des responsabilités ? Pourquoi écrire ? Enfin, tu vois, est-ce que c'est... c'est une question que je me suis posée pas mal de fois, puisqu'en plus, encore une fois, vu mon parcours personnel, mon histoire familiale, j'étais pas du tout... c'est un monde que j'aurais pu ignorer, ou en tout cas, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça, quoi. Il y a des gens qui, par leur éducation ou leur famille, sont beaucoup plus, on va dire, prédestinés à faire ça. C'est quand même quelque chose de graduel, c'est-à-dire qu'il y a pas de, je me suis pas réveillé un matin en me disant je suis là, je vais faire ça. C'est quand même, il y a une logique derrière, et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que chacune des opportunités est la conséquence de plein de petites choses qui sont là et qui font qu'à un moment on te propose l'étape d'après, où tu te dis je peux monter la marche d'après, mais je crois assez peu aux histoires. Il y a des trucs très fulgurants, mais en général c'est la fulgurance vers le haut ne fait que précéder la fulgurance vers le bas, quoi. Donc voilà, ça c'est un point très important, c'est que derrière il y a beaucoup de travail, il y a plein de petites choses qui font qui ont permis ça, une très grande curiosité. Moi j'ai beaucoup d'intérêt, parce que j'ai beaucoup de centres d'intérêt différents, j'ai beaucoup de plaisir à écouter des gens qui vont me parler de choses totalement différentes, ou d'autres secteurs par rapport à moi, ce que je peux faire. Et aujourd'hui,
quand on creuse et qu'on est capable de relier des mondes qui sont un petit peu différents ou autres, c'est aussi là où il y a beaucoup de valeur. Alors, il peut y avoir beaucoup de valeur à être le spécialiste ultra niche de de tel ou tel segment de l'économie. Ça peut avoir de la valeur en soi. Mais si tu es capable de créer des ponts entre des secteurs qui sont différents, ça crée aussi énormément de valeur. Et puis, c'est un peu ce que j'ai vécu, moi, sur l'immobilier, quelque part. C'est-à-dire que devenir un expert du secteur de l'immobilier, ça paraît pas, encore une fois, jusqu'à 30 ans. Un matin en disant, tiens, je connaissais rien, j'y connaissais rien, j'avais acheté un appart, quoi. Donc, mais j'ai pas de rêve au sens où je me dis, il faut que j'ai atteint telle somme sur mon compte en banque ou que j'ai atteint tel poste à responsabilité. Je l'ai eu, on va dire, notamment quand j'étais plus proche de l'exercice politique, où t'es nécessairement nourri à l'ambition, parce qu'il y a que autour de toi, il y a que des gens qui sont. J'allais te poser la question si tu étais quelqu'un d'ambitieux, si tu te qualifierais d'ambitieux. Pas vraiment, non, je dirais pas. Encore une fois, je l'ai eu brièvement lorsque je fréquentais de manière plus proche l'exercice politique. Aujourd'hui, je me qualifierais pas d'ambitieux. Voilà, moi, évidemment, ça m'intéresse d'avoir un impact sur les choses autour de moi. S'il s'avérait qu'en fait j'ai pas une target, donc en fait si j'aurais pas quelque chose où je me sentirais déçu de ne pas avoir atteint un certain niveau. Voilà, si je dois le dire autrement, je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Évidemment, je veux que mon entreprise soit plus grande, évidemment je veux plus, mais bon, je dirais dans une sorte de raisonnabilité. Si tu devais me conseiller, tiens, une lecture, ou est-ce qu'il y a quelque chose un peu que... Ouais, alors il y a plein de livres que je pourrais citer, mais des livres vraiment fondamentaux. Alors après c'est de l'histoire, c'est Fernand Braudel, mais c'est des livres qui permettent de montrer que les choses sont beaucoup plus au temps long que qu'on croit. On est tous aspirés par comme tu parlais, nos ambitions du quotidien ou autres. Et en fait, l'histoire, elle se conjugue quand même au temps très très long, et les choses prennent du temps à se faire, à se défaire, à bouger. Et c'est la façon dont Fernand Braudel, soit dans l'histoire de la Méditerranée ou le capitalisme, montre que ça a pris tout ça, le monde, le capitalisme dont on croit qu'en fait c'est apparu il y a 2 siècles et qu'avant il y avait rien. En fait, tout est une construction de très 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 long terme, et pour que les choses aboutissent, et ça rejoint un petit peu, c'est là où je vais faire l'analogie avec ce que je disais préalablement, je crois pas au karma, mais en tout cas les opportunités ne sont que la résultante de toutes les petites actions ou les micro-constructions qu'on a pu faire avant. Ouais, ça rejoint en fait une partie de notre conversation ça sert à rien de chercher la big opportunity qui va être absolument game changer, c'est la somme de tout le travail que tu as fait précédemment qui t'amène là où tu vas. J'en suis, plus le temps passe et plus j'en suis persuadé, et en général, encore une fois, ceux qui bypassent, il y a du hasard quand même, heureusement qu'il y a un peu de hasard dans ce bas monde, mais ceux qui bypassent en général, c'est pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que il peut y avoir un coup de chance, mais dans la grande majorité des cas, c'est quand même une trajectoire qui se construit sur le long terme. Exactement. Écoute, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup à toi. J'ai passé un excellent moment. Merci pour ton éclairage, merci pour ton partage, et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore, Robin. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.